Bonjour à toutes et tous. Dans la seconde vidéo d'aujourd'hui, nous allons traiter d'une structure qui ce coup-ci n'est pas complètement compacte, la structure cubique centrée. Alors, quelle est l'idée ici? La maille élémentaire va être un cube de côté A qui comporte un motif sur chaque sommet et un motif au centre du cube. Donc par rapport aux structures précédentes, ici, nous n'allons plus avoir affaire à un arrangement compact de sphères dans la mesure où les espaces laissés vacants vont être de taille plus importante que dans les structures type hexagonale compacte ou cubique face centrée. Donc en gros, l'idée pour cette structure, c'est que les sphères vont se toucher le long de la diagonale du cube d'arête A. Donc là, vous avez un schéma qui représente ceci. Vous allez avoir une fois, deux fois, trois fois, quatre fois le rayon le long de la diagonale qui va de A à G. Même chose, le long de la diagonale qui va de C à E. Alors, pour visualiser un petit peu mieux cette structure, nous allons basculer sur un logiciel désormais bien connu, le logiciel Minusc, qui va nous permettre de visualiser une structure spécifique, ici le fer. Alors le fer peut cristalliser dans une structure cubique centrée sous certaines conditions de température. Alors, première chose que l'on visualise donc, une entité au centre, une entité à chaque sommet. D'accord ? Ensuite, si l'on regarde plus attentivement les liens, on voit que les liens se font bien le long de la diagonale du cube. Et si l'on veut vraiment s'en convaincre, on positionne ici les sphères. On voit que la tangence entre les sphères ne se fait pas le long des arêtes de la maille, mais le long de la diagonale elle-même. Alors là, on peut zoomer, on voit que le contact se fait ici. Donc, cette structure va être un petit peu moins compacte que la structure précédemment étudiée, donc la structure cubique face centrée, ou même que la structure hexagonale compacte. On va revenir maintenant au cours à proprement parler, et nous allons essayer de décrire cette structure, de déterminer sa compacité, de déterminer la population de la maille, autrement dit de faire une sorte d'étude systématique de la structure. Et vous imaginez bien que dans les exercices, l'idée très souvent va être d'étudier de manière systématique des structures cristallines données. Alors, ici, la maille élémentaire, on va la représenter de la manière suivante. Alors, on va commencer par positionner. Donc là, on va s'entraîner à le faire sur papier, entre guillemets. Un atome, hop, sur chaque sommet d'un cube. Ensuite, alors vous voyez, si vous avez des pages à carreaux, n'hésitez pas à utiliser votre quadrillage, vous aurez des dessins beaucoup plus fiables qu'avec une page blanche tout simplement. Une fois que ceci est fait, ensuite on essaye de trouver le croisement des diagonales et on trace les côtés de la maille. Donc là, moi je vais utiliser l'outil de tracé de segments. Bon, si vous êtes assez bon, vous pouvez faire les tracés de segments directement à main levée sur vos feuilles. Voilà. Voilà. Au niveau informatique, c'est un petit peu plus compliqué. Hop, comme ceci. Hop. Donc là, vous allez avoir sous vos yeux ébahis la création d'une magnifique structure cubique centrée. Hop, hop, et hop. Comme ceci. Et donc là, vous voyez bien que si on tente de tracer des diagonales de la maille cubique, on va à chaque fois passer par le motif central. Donc là, je peux d'ailleurs corriger un tout petit peu ce motif central qui était légèrement décalé, comme vous pouvez le voir. Hop, donc comme ceci. Hop, voilà. On va essayer de donner sensiblement la même taille à toutes les entités, dans la mesure où on s'attend à avoir des entités identiques. Dans le cas traité sur Minusc,
on rappelle que c'était le fer qui cristallisait dans ce mode-là. Alors, pour ce qui est de la détermination de la population de la maille, nous allons essayer de compter le nombre d'entités qui vont appartenir en propre à cette maille. Alors ici, la population va faire apparaître, hop, ferme le navigateur de page, Z qui vaudra 8 fois 1/8 d'entité pour chaque entité située sur les sommets. Comme ceci, plus 1 pour l'entité située au centre. Je vais changer de couleur. Alors, hop. Donc, ici, je vais avoir une population totale de 2 pour la maille cubique centrée. Donc, si on regarde ici, la justification du 1/8 apparaît assez nettement, dans la mesure où chaque sphère présente sur un sommet du cube va appartenir en réalité à 8 cubes différents. On regarde ici, donc le cube situé sur la gauche qui vient vers l'avant, le cube situé directement dans la diagonale du premier, le cube situé vers l'arrière, et ensuite les 4 cubes situés dans le plan au-dessus de la maille que l'on est en train d'étudier. Le contact entre espèces, lui, va se faire le long de la diagonale du cube lui-même. Donc qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Eh bien on va obtenir le fait que la diagonale du cube vaut 4 fois le rayon d'une entité. Alors là on fait un petit retour sur les dessins d'avant. La longueur AC vaut 4 fois, 1, 2, 3, 4 fois le rayon d'une entité. On sait aussi que la diagonale du cube vaut, d'après le théorème de Pythagore, appliqué 2 fois, racine de 3 fois le côté du cube, donc ici A. Donc la condition de contact nous donne ici l'égalité. 4R vaut racine de 3 fois A. Donc ça, c'est un résultat relativement important que vous pouvez retenir. Alors, pour ce qui est de la coordinance, on se rappelle que la coordinance, c'est défini par le nombre de contacts entre une entité et ses plus proches voisins. Alors, le dénombrement va se faire de manière assez simple ici. Je vais positionner les contacts en rouge. Pour la sphère située au centre, nous allons avoir un contact avec la sphère dans le coin supérieur au fond, un contact vers la sphère située à l'avant, un contact vers cette sphère-ci, et un dernier contact vers la sphère située à l'arrière-plan. En bas, même chose, 1, 2, 3 et 4 contacts. Au final, nous allons obtenir ici 8 contacts entre la sphère centrale et les plus proches voisins. Alors, une chose à remarquer ici, chose importante, c'est qu'il n'y a pas de contact entre les sphères le long d'une arête. Donc dans une structure cubique centrée. Pour s'en convaincre, il ne faut pas hésiter à revenir sur MINUSC et à regarder la structure du fer. Alors, ici, ça va signifier que la coordinance entre un atome de métal noté M et un autre atome de métal noté M sera de 8. Donc vous voyez, 8, c'est une valeur strictement inférieure à 12, qui était la coordinance des structures vues précédemment, à savoir des structures
hexagonal compact ou cubique face centrée. Donc si la coordinance est plus faible, eh bien on va s'attendre à avoir, de manière assez logique, une compacité qui elle aussi sera un petit peu plus faible. Et c'est ce qu'on va s'attacher à démontrer ici. Donc la compacité, alors c'est une définition que vous commencez à connaître, je suis d'accord. Donc ce sera le rapport du volume occupé sur le volume de la maille. Dans le cas d'une structure cubique centrée, on va avoir une formule différente de celle qu'on avait précédemment. On aura racine de 3 fois pi, ce diable de pi qui est toujours là présent dans le calcul, sur 8. Ce qui vaudra, en application numérique, 0,68%. 0,68, pardon, pas 0,68%. 0,68 ou 68%. Donc ici, ce que ça signifie, c'est que 68% de l'espace disponible est occupé par les entités. Donc vous voyez que ça baisse encore par rapport à ce qu'on observait pour les structures cubiques, face centrée ou hexagonales compactes. Alors la démonstration va se faire en plusieurs étapes. Donc on commence par compter le nombre d'entités appartenant en propre à la maille. 8 fois 1 huitième pour les entités situées au sommet, plus 1 pour l'entité au centre. Une population de 2. Ensuite on cherche la relation entre A et R, qui va nous permettre de simplifier le rapport du volume occupé sur le volume de la maille. Ici, on se rappelle que la diagonale du cube en lui-même vaut racine de 3A par double application du théorème de Pythagore, qui vaut 4 fois R, le rayon des entités présentes dans la structure. Donc ici, on exploite le fait qu'il y ait contact le long de la diagonale du cube. Donc ici, le volume de la maille, on sait que c'est une maille qui va rester cubique, donc le volume va être obtenu par A au cube tout simplement. Le volume occupé, quant à lui, vaudra la population 2 fois 4 tiers de pi r au cube, le volume d'une entité. Donc la compacité ici, qui va être définie comme le rapport du volume occupé sur le volume de la maille, va nous donner 8 pi r au cube sur 3 a au cube. Or, on sait que r vaut racine de 3a sur 4. Donc r valant racine de 3a sur 4, on va finir par obtenir 8 pi racine de 3a sur 4 que l'on élève au cube, que l'on divise par 3a au cube, qui vaut la compacité. Il nous reste désormais à simplifier ce calcul. Donc 8 pi fois racine de 3a au cube sur 3a au cube. On va pouvoir déjà simplifier racine de 3 fois 3 et 3 en dessous. Ensuite 4 au cube et 8 au numérateur. Donc 4 au cube, ça nous fait 4 fois 4 fois 4. Donc 4 fois 2 fois 2 fois 4. Donc il va nous rester 8 au dénominateur. Il va nous rester racine de 3 au numérateur, dans la mesure où on va avoir racine de 3 fois 3 qui se simplifie avec 3. Les a vont se simplifier, et il va nous rester le facteur pi qui ne se simplifie pas. Donc la compacité vaudra, pour cette structure, ici, racine de 3 sur 8 fois pi, comme annoncé précédemment. Vous voyez, la structure de la démonstration est toujours sensiblement la même. On commence par déterminer la population. La population fois le volume d'une entité, donc le volume, une boule ici de rayon R, va nous donner le volume occupé dans la maille. Le volume de la maille pour une maille cubique, c'est A au cube.
Et ensuite, on fait le lien entre A et R pour pouvoir simplifier soit le rayon, soit le paramètre de maille dans l'expression de la compacité. Donc l'application numérique nous donne 0,68, soit un volume occupé égal à 68%, enfin un taux d'occupation du volume disponible égal à 68%. Donc un volume occupé égal à 68% du volume de la maille. Alors, si on veut commenter maintenant les différents sites interstitiels qui apparaissent dans cette structure, on va avoir des sites octaédriques et des sites tétraédriques, qui vont avoir une petite particularité par rapport aux sites obtenus dans les structures compactes, c'est qu'ils vont être déformés, autrement dit irréguliers. Alors, d'où vient cette irrégularité? On voit assez bien ici que si l'on place une structure au centre d'une face, si on place une entité au centre d'une face, on va avoir une entité qui occupe un site octaédrique. Octaédrique dans la mesure où le polyèdre de coordination, ici, sera un octaèdre. Autrement dit, une figure géométrique à 6 sommets, donc 8 faces. La différence avec la structure cubique face centrée, c'est que l'octaèdre sera irrégulier. Alors, irrégulier, pourquoi? On va positionner deux distances et on va voir que ces distances sont différentes. C'est-à-dire que l'atome placé ici n'est pas à la même distance de l'atome sommet qui est ici, ou des 4 atomes latéraux qui sont ici. Alors, on va prendre les pointillés, on va choisir une couleur à peu près visible, et on va essayer d'analyser ce que vaut cette distance. Si. Alors, on va épaissir un petit peu le trait, ce sera plus visuel. Voilà. On va essayer de visualiser ce que vaut cette distance, ou ce que vaut cette distance. Ce que l'on sait, ici, c'est que chacune des deux distances vaut la même chose. C'est pas très visible ça. Chacune des deux distances vaut la même chose. Elle vaut la moitié du paramètre de maille. Donc cette distance vaut A sur 2. On va retrouver la même distance de A sur 2 en dessous ici. A l'inverse, les distances entre guillemets latérales vont prendre des valeurs différentes. Les distances situées ici, ici, ici et ici vont être égales aux demi-diagonales du carré de côté A. La distance observée ici vaudra donc assez naturellement. Alors, on a dit demi-diagonale du carré de côté A, racine de 2, fois A sur 2, ce qui vaudra finalement A sur racine de 2. Conclusion, l'atome situé au centre n'est pas à la même distance de l'atome du dessus et de l'atome du dessous que des autres atomes. Par conséquent, l'octaèdre formé ici est un octaèdre irrégulier. Donc on va parler d'un site octaédrique irrégulier. Et le constat formulé pour cette entité va être un constat qui sera également valable pour l'entité qui serait placée dans le site tétraédrique ici. Le tétraèdre formé ne va pas observer les mêmes distances sur chacun de ses côtés. Alors ici, très rapidement, on va avoir ce côté-ci
qui vaudra A directement, le paramètre de maille, soit la distance entre deux atomes consécutifs. Même chose pour le côté situé en bas ici, tandis que les autres côtés vaudront une demi-diagonale du cube. Alors ici, peut-être que le jaune pourrait passer assez correctement. Hop, je vais passer plutôt comme ceci. Donc ici, je ne vais plus avoir A directement, mais je vais avoir racine de 3 fois A que je divise par 2. Donc le tétraèdre sera également irrégulier. Alors en première approche, ces considérations sur les sites octaédriques et tétraédriques dans la structure cubique centrée peuvent être oubliées. Ici, on est déjà sur des questions de type exercice, c'est-à-dire des questions qui bien simplement vont porter sur un énoncé où on vous décrirait une structure cubique centrée qui est au programme et on vous demanderait de commenter la nature des sites disponibles dans cette structure. Donc ici, nous avons fini maintenant le panel de structures associés aux cristaux métalliques, c'est-à-dire aux cristaux dont la constitution se fait sur la base d'un seul élément chimique. Donc on va parler d'un cristal métallique de cuivre, d'un cristal métallique de fer, d'un cristal métallique d'or, etc. Dans une seconde partie, nous allons travailler sur des structures ioniques. Les structures ioniques vont, elles, être construites par association d'au moins deux éléments différents. Un élément qui va être très électronégatif, qui va capter des électrons, un élément très peu électronégatif qui va céder ces électrons. Et donc l'association de ces deux entités va donner un solide électriquement neutre, et ce solide électriquement neutre va présenter des propriétés géométriques particulières. Il va falloir que les ions de même signe ne soient jamais en contact, car cela forcerait sur la structure. Il faut que les ions de signe opposé soient en contact pour stabiliser la structure. Tout ceci va se faire dans la vidéo suivante. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires et je vous dis la suite au prochain épisode.